Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio en ce jeudi 18 décembre 2025. On s'approche de Noël. À mes côtés, qui me couve, j'allais dire, Maud Koffler. Bonjour à tous. Et puis on a Julien Delmas à la technique qui va nous faire une émission pleine de bruit et de fureur. Emmanuel Macron va-t-il sauver Marseille ? On sait que ce président de la République était dévoué à toutes les causes les plus nobles, mais là, il s'intéresse particulièrement et depuis longtemps, depuis le début de son mandat, à la capitale de la Provence, cette grande métropole méditerranéenne. Le président de la République est très impliqué dans l'actualité marseillaise, le combat sur les narcotrafiquants. Il a le projet du Grand Marseille. Alors, est-ce que les résultats sont à la hauteur des promesses ? Ça, c'est une autre affaire. Nous aurons l'avis de Kaouter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère. On devine qu'elle ne partage pas forcément l'enthousiasme du président de la République. Qui veut s'emparer de la maison du général de Gaulle à Colombey, les deux églises? La fondation Charles de Gaulle se retire, c'est elle qui en assurait la gestion, et ce serait repris par le mémorial du général de Gaulle à Colombey, les deux églises, symbolisé par cette très belle croix d'Orient. Il faut aller voir ce monument qui est symbolise un instant important de l'histoire de France, qui est propriété du département de la Haute-Marne. Donc voilà, la boisserie aujourd'hui pourrait devenir la propriété du département de la Haute-Marne, qui est ce département où le général de Gaulle avait choisi de s'installer. Et bien, le président de la République, enfin on suppose qu'à l'Élysée on n'entend pas de cette oreille, et on voudrait que l'État rachète la boisserie qui va certainement être classée en monument historique, et elle le mérite. Et nous aurons en ligne Nicolas Lacroix, président Les Républicains du Conseil départemental de la Haute-Marne, qui va nous expliquer pourquoi tout d'un coup il est obligé d'être confronté à l'État pour avoir la propriété préservée et pérenniser ce monument de l'histoire de France qui est la boisserie à Colombey. Les deux églises. La France a-t-elle échappé à un coup d'État? Mais c'est qu'on a failli y croire à un moment donné, tant cette vidéo était bien faite. Elle était faite par l'IA, donc vous avez une journaliste qui est dans les rues de Paris. On voit des forces armées, un hélicoptère, la Tour Eiffel, et on apprend que le président de la République a été renversé, qu'il a dû évacuer l'Élysée, et que c'est un colonel dont on n'a pas le nom qui a pris le pouvoir. Alors figurez-vous que cette vidéo, comme elle est bien faite, a fait le tour du monde, qu'elle est arrivée sur le téléphone portable d'un chef d'État africain qui a appelé le président de la République très inquiet en disant qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, Monsieur Macron a demandé à Facebook de retirer la vidéo. Facebook a dit mais j'ai pas à la retirer, elle est pas contradictoire à nos valeurs. Donc il est très en colère, on entendra son coup de gueule tout à l'heure. Alors, Dominique de Villepin se prend-il pour le loup d'Intermarché? Enfin, la chanson de Claude François, en tout cas, il se prend pour le mal-aimé, qu'on va entendre, sert de leitmotiv à la grande enseigne de grande distribution. Et Dominique de Villepin, reçu par notre confrère, collègue et ami Thomas Soto, explique que lui aussi est mal aimé. Et j'allais dire l'allusion, la référence est assez amusante. On décryptera ça ensemble. Maud Koffler, de quoi vous allez nous parler, Maud Koffler? Je vais vous parler de Claude François précisément, et cette chanson qui revient en force. Oui, mais et puis de l'arbre de la laïcité, qui a été remplacé par un arbre de Noël. Alors, à un moment donné, on peut mettre des crèches, on peut plus en mettre, et maintenant c'est l'arbre de la laïcité qui est remplacé par l'arbre de Noël, qui a plutôt une connotation. Alors je vous explique pas la polémique. Voilà. Et puis on voudrait savoir où sont passées les 500 bouteilles de Chartreuse. Vous savez, cette eau de vie, cette liqueur des Alpes élaborée dans le secret du monastère de la Chartreuse par les moines. 500 bouteilles ont disparu. À qui ça peut servir? Donc on verra, on essaiera d'élucider ce mystère. On se transformera en Sherlock Holmes de la liqueur. Voilà le programme d'aujourd'hui. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Je vous le disais, les fêtes de fin d'année approchent, le soir de Noël, le réveillon, le 31 janvier, la Saint-Sylvestre. Nous sommes en pleine crise agricole. C'est l'occasion pour nous, citoyens consommateurs, de faire preuve d'un petit peu de patriotisme en faisant attention à ce qu'on achète. Il s'agit bien entendu de célébrer ces fêtes de fin d'année en famille autour de la table, mais voici l'occasion de ne pas se tromper.
d'acheter des produits français, d'acheter des produits de qualité, sans se ruiner. On a à tous les prix en France des denrées alimentaires festives tout à fait abordables et qui sont profondément respectables. Je voudrais attirer l'attention de nos auditrices et nos auditeurs parce que en général, quand on achète, on regarde le prix, bien sûr, et puis on se dit, on veut du foie gras, on veut du saumon fumé, on veut déjà le caviar, c'est réservé vraiment aux élites, et on ne regarde pas forcément les étiquettes. Là, vraiment, je vous abjure de regarder l'étiquette, de vous soucier de la traçabilité, ça prend quelques instants. D'où ça vient? Est-ce que ça fait du bien à ceux qui le produisent? Est-ce que ça rétribue les femmes et les hommes qui se donnent du mal tant de mal pour nous faire du bien? Est-ce que ça nous fait du bien à nous? Et voici donc, eh bien, c'est le moment de faire un acte de patriotisme. Oh, il est agréable, il est salutaire, il est gourmand. Préférez les produits français, vous aurez vérification. Tombez pas dans le panneau, c'est sûr qu'on a toujours besoin d'avoir des produits référencés. Soyez très exigeants sur le foie gras. Aujourd'hui, le lobby agroalimentaire importe des foie gras de l'étranger qui peuvent prendre l'estampille Europe pour peu qu'ils aient été salés ou cuits ou emballés en Europe. Assurez-vous que c'est vraiment du foie gras français. S'il est artisanal, il serait un peu plus cher. Peut-être que vous pouvez réduire la quantité, en manger un peu moins, mais mieux, et vous rendrez service à ces éleveurs de canards du sud-ouest et de la France qui ont été frappés pendant plusieurs années par une grippe aviaire. Certains ont été éradiqués, ils ont disparu. Voilà, ne redonnez pas votre argent à des gens qui ont participé à cette gabegie, à ces grands agroalimentaires qui importent des foie gras de l'étranger. Soyez vigilants, au saumon fumé, même chose. Remplacez-la éventuellement par de la truite dans nos montagnes, dans les Pyrénées, dans le Massif central. Il y a de très bonnes adresses. Notre ami collègue Vincent Ferniaud, dans son émission, ne manquera pas de le suggérer, il vous donnera des adresses. Voilà, voyez cette vigilance. Et également, avec modération, si vous ouvrez une bouteille de vin effervescent avec de la mousse, avec des bulles, assurez-vous que ce soit aussi des produits français. Le champagne est merveilleux, si on n'a pas les moyens, il y a de merveilleuses, des clairettes de Limoux, aussi chères à Julien Delmas, notre réalisateur, et puis sinon, des clairettes de Die, des créments de Loire, de Bourgogne. Enfin, on va pas faire l'inventaire, c'est pas une émission gastronomique. Voilà, mais je vous donne des pistes pour que vous brandissiez le drapeau français et que vous souteniez nos agriculteurs, ils sont tous dans le besoin, éleveurs, producteurs, artisans, transformateurs, vignerons, un petit cocorico pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, et vous aurez rempli votre devoir de citoyen, de consomme-acteur. Anne Hidalgo qui veut faire du BHV des logements sociaux made in France, un président africain qui tombe dans le piège de l'intelligence artificielle, on en parle dans un instant. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Et partout, elle est populaire, notre canne bière. Emmanuel Macron était en visite à Marseille mardi pour faire le point sur le plan Marseille en grand. Alors que le narcotrafic bat son plein, les initiatives répressives n'ont pas suffi à endiguer la consommation de drogue et les violences qui en découlent. Parmi les mesures phares annoncées au cours de son déplacement, le président de la République a annoncé que l'amende forfaitaire délictuelle serait désormais fixée à 500 €, soit plus du doublement du montant pour taper au portefeuille le consommateur. Alors salutaire ou anecdotique, on en parle avec la présidente de l'association Marseille en colère, Kaouter Ben Mohamed. Bonjour. Bonjour. Bonjour Kaouter Ben Mohamed, merci d'être à l'antenne de Sud Radio pour nous éclairer un petit peu sur cet engagement présidentiel ancien. C'est une obsession pour lui. Alors on pourrait s'en réjouir qu'un président de la République accorde autant d'importance à cette ville très importante pour la France qu'est Marseille. Il fait des déclarations, j'allais dire il fait des effets de manche, il promet des choses. Est-ce que vous sentez-vous que sur place que les engagements et les promesses aboutissent à des résultats concrets? Marseille s'est réveillée ce matin, non pas endeuillée, mais plus que peinée et totalement méprisée. Parce que Marseille attendait, une partie de Marseille attendait, une partie de Marseille était désespérée, et une partie de Marseille dont je fais partie avait beaucoup d'espoir. Parce que suite au drame qui a été l'assassinat de Mehdi Kessassi, qui a été ciblé par la mafia pour faire taire son frère, mais aussi au drame qui a suivi, à savoir un enfant de 15 ans qui a été carbonisé et jeté dans la rue, on attendait des mesures fortes, de l'argent, des moyens financiers et une révolution en termes de plan global sur plusieurs décennies, en termes de prévention, de santé publique, non pas pour attaquer et frapper les consommateurs qui sont
des co-responsables, mais qui sont pour la plupart des co-responsables qui dépendent de ces substances et qui malheureusement ne sont pas accompagnés lorsqu'ils souhaitent se soigner par le ministère de la Santé, par des politiques publiques, par des politiques de prévention pour accompagner ces jeunes et ces moins jeunes sur ce que c'est la drogue, qu'est-ce que ça fait d'en consommer, qu'est-ce qu'on risque d'en consommer et de la vendre. Comment on fait pour désenclaver ces quartiers qui sont aujourd'hui sous l'emprise des narcotrafiquants et du crime organisé? Comment on fait lorsque la police de proximité a disparu sous l'ère de M. Sarkozy? Comment on fait pour remettre de la vie, de l'espoir et des perspectives d'avenir pour ces jeunes qui, lorsqu'ils sortent de leur tour, de leurs immeubles, ne voient comme modèle de stabilisation et d'essor économique que des narcotrafiquants qui leur mettent même, excusez-moi, lorsqu'il y a des fêtes, des châteaux gonflables et des kermesses à la place de l'État. Dans le secteur de la République, de secteur de compétences, là où il a abandonné des habitants et des mères célibataires que tout le monde dénonce, mais que personne ne soutient et n'accompagne, on attendait des vraies mesures fortes et on a vu un balai de ministres qui accompagnaient ce président pour se moquer de nous et nous mépriser. Nous qui demandons tellement depuis des années, nous qui attendions encore une fois des mesures, des moyens, du courage politique et de la compétence et une vision pour Marseille. Mohamed, Kauter Ben Mohamed, qui sont les interlocuteurs du président de la République à Marseille? Il rencontre qui quand il fait ce genre de promesses et d'engagements? On aimerait bien savoir, parce qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je suis une travailleuse sociale depuis 1995, Perico, et j'ai d'autres activités. On a eu l'occasion de se croiser sur les plateaux d'RMC. Je sais. Et qu'aujourd'hui, je pense avoir l'une des expériences les plus on va vous rappeler, Kauter, Mohamed, parce qu'on a des petits problèmes de liaison. Ouais. Bon, on comprend en tout cas qu'il y avait beaucoup d'attentes de la part des Marseillais, de Kauter Ben Mohamed en particulier, de ceux qui s'engagent, des militants, mais voilà, de ceux qui sont victimes en premier. C'est-à-dire, Maud, c'est tellement rare de voir un chef d'État qui a des compétences à tous les niveaux et sur la totalité du territoire de se consacrer sur Marseille. On peut partir du principe que lorsqu'il y a un engagement présidentiel aussi fort, en tout cas dans les déclarations, dans les déplacements, dans la mobilisation des énergies, il y a évidemment à la suite de cela j'allais dire, non, il y a une réalisation, il y a des faits concrets qui arrivent, il y a des mesures qui sont prises, même si on n'a pas la solution immédiate. En tout cas, on voit se mettre en place certaines dispositions. Kauter, c'est ça le problème, c'est que il y a des belles paroles, si je peux m'exprimer ainsi, et que même si la solution n'est pas immédiate, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des effets plus concrets, des mesures plus précises prises sur le terrain. On sait tous que la solution, c'est pas de mettre une amende de 500 € à des personnes qui consomment lorsqu'elles sont encore une fois dépendantes, parce que je rappelle au président et je rappelle à la France qu'aujourd'hui, en termes de loi et en termes de droit pénal, lorsqu'on est pris avec de la drogue, l'amende est de 3 500 € et d'1 an d'emprisonnement. Donc qu'est-ce qu'il est ridicule d'annoncer une amende délictuelle de 500 € lorsque la loi prévoit 3 500 €. Et excusez-moi, je le répète toujours, Perico, et une fois vous m'avez même souhaité d'être à la tête de mesures comme celle-là pour la mettre en place. Excusez-moi, Monsieur le Président a choisi, et je vais mettre les pieds dans le plat, excusez-moi, mais j'aime tellement la ville, et je suis tellement triste ce matin, on s'appelle tous, on est tellement déçus, quand on choisit Madame Sabrina Roubache, juste parce que Madame Sabrina Roubache est l'amie de Brigitte, son épouse, non pas parce qu'elle est compétente, mais parce que c'est son amie, pour être à la tête d'un bateau ambitieux qui est celui du plan Marseille en grand. Mais cette dame n'a aucune compétence. Elle n'a jamais travaillé dans le social. Elle n'a jamais fait des études qui sont dans le social ou dans la politique. Elle n'a jamais rien fait pour Marseille. Personne ne la connaît. Qu'on la met à la tête du bateau, qui est le plan Marseille en grand. Comment vous voulez, lorsque le capitaine est défaillant, que les matelots suivent et qu'ils prennent la bonne direction? Le plan Marseille en grand est un plan qui est nécessaire. Et s'il y a autant de narcotrafic et si on est gangréné, c'est parce que Marseille avait besoin de ces investissements dans tous les services, les écoles, le logement, les transports et bien d'autres. Sauf que le capitaine du bateau, il est incompétent, Perico. Et donc le bateau est en train de couler, malheureusement. Vous vous souvenez, Kauter, quand la sénatrice socialiste Samia Ghali avait déclaré, et ça avait fait grand bruit, défrayé les chroniques, qu'à un moment donné, il fallait peut-être envisager de faire descendre l'armée dans les rues de Marseille. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'était une mesure concrète. Là, aujourd'hui, très concrètement, si le président de la République tenait parole et passait à l'acte, quelles seraient les mesures immédiates que vous, là où vous êtes sur le terrain, vous attendriez? Une ou deux mesures très précises. Tout de suite. Le retour de la police de proximité, une politique publique de santé publique pour accompagner toutes les personnes qui nous sollicitent pour arrêter la drogue et qui n'y arrivent pas, et
des mesures de protection et d'accompagnement pour tous ces parents, pour toutes ces mamans et ces papas qui sont confrontés aux narcotrafiquants lorsqu'ils vont chercher leurs enfants sur des points de deal âgés de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et qui sont seuls parce qu'il n'y a pas de mesures au niveau du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police pour protéger ces familles qui veulent sauver leurs enfants. Cette colère, cette détresse, ce désespoir, parce qu'on en est là, il y a aussi de l'espoir forcément qui est à côté, il se manifeste par un mécontentement. On n'a pas vu de manifestations massives, on voit des déclarations. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences électorales sur ce sentiment d'oubli de la société marseillaise par Paris? Vous savez, je l'avais dit quand j'étais aux Grandes Gueules, M. Macron est en train de donner les clés, non pas de Marseille, mais du pays au Front National. Il n'est pas le seul responsable. L'absence de politique publique ambitieuse pour la totalité du territoire, et on le voit avec la crise des agriculteurs aujourd'hui. Vous savez, c'est pas qu'un problème des grandes villes, c'est pas qu'un problème de narcotrafic, c'est un problème global. Oui. On a eu plein d'élus au niveau national local qui ne se sont pas occupés correctement des Français, et on le paye aujourd'hui à tous les niveaux. Et M. Macron est le dernier maillon de ce chaîne. Il en est à son 2e mandat, et aujourd'hui, par son inaction et parce qu'il est mal entouré, qu'il n'a pas forcément des gens qui sont courageux, qui ont une vision globale pour la France, on est en train de donner les clés de notre pays à des extrémistes et à des fascistes. Dites-moi, il y a des élus quand même dans les Bouches-du-Rhône, il y a des parlementaires, il y a des sénateurs, il y a des députés marseillais, il y a un conseil municipal. J'ai l'impression que, je ne dis pas qu'on les entend pas, est-ce qu'ils prennent les moyens nécessaires, en tout cas les moyens médiatiques et les moyens politiques, pour interpeller le pouvoir politique de façon plus virulente? Écoutez, moi je ne suis pas responsable de ces gens dont je ne suis pas de la couleur. Mais comment vous le sentez, vous les sentez vraiment à bloc là-dessus, à fond, ou pas toujours? Je sens surtout chez certaines de nos élus et certains de nos députés d'abord de l'incompétence. Je suis désolée de le dire, j'ai honte de le dire. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'attende de Sébastien Delogu? Excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire? Après, Samia Ghali, effectivement, elle a fait ce qu'elle avait à faire en son temps. Benoît Payan s'agite dans son coin. Mais il n'y a pas, encore une fois, de coordination. On est dans des jeux politiques pour des échéances électorales. On a des échéances tous les 2 ans dans notre pays, Perico. Là. Et ces gens sont motivés par leur survie politique et leur mandat et leurs indemnités. Le français, l'intérêt du français n'existe pas. Cauter, la vie politique marseillaise a toujours été particulière, spécifique. Là, on aurait pu se dire, on va se faire abstraction des clivages politiques, on va se serrer les coudes, on va monter à Paris, on va exiger, parce que là, je suppose que les Marseillaises et les Marseillais, ils sont au-delà, j'allais dire comme les agriculteurs, ils sont au-delà de l'exaspération, ils sont dans la fureur. On aurait pu penser que tous les élus réunis disent, allez, on fait abstraction de nos différences, on se rassemble pour obtenir quelque chose du gouvernement. J'ai pas l'impression qu'il y ait cette cohésion. C'est parce que malheureusement, nous n'avons pas des élus intelligents et compétents, nous avons des élus qui se cooptent par la médiocrité, et j'assume mes propos, et qu'ils ne sont motivés que par le renouvellement de leur mandat et de leurs indemnités. Et si ces gens-là aimaient les Marseillais, si ces gens-là aimaient Marseille, petit 1, Marseille ne serait pas dans cet état parce que dans tous les élus que nous n'avons pas de nouveau à part Sébastien Delogu. Martine Vassal est là depuis des décennies, Samia est là depuis des décennies, Benoît Payan est là depuis des décennies, ils sont tous là depuis des décennies. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont tous une co-responsabilité, soit parce qu'ils n'étaient pas au pouvoir, soit parce qu'ils n'ont pas été une vraie force d'opposition, monsieur. Cauter, à Marseille, il y a une spécificité sociologique et politique qui sont les comités de quartier. Moi, j'y ai assisté à des comités de quartier marseillais, souvent dans des arrondissements dits sensibles. Il y a une mobilisation, il y a une prise de conscience, il y a une implication citoyenne très forte. Est-ce que vous pensez que de ce côté-là, donc du monde associatif et des comités de quartier, qui est une institution municipale officielle, il peut y avoir un mouvement, il peut y avoir une énergie qui en ressort? Alors, mon cher Perico, vous savez, s'il n'y avait pas tous ces comités de quartier, s'il n'y avait pas toutes ces associations qui sont mobilisées avec ou sans moyens comme la mienne, Marseille aurait implosé depuis des décennies. Je vous crois. Marseille ne tient que parce qu'elle a des personnes qui sont engagées, qui l'aiment assez fort et pour la porter et pour faire en sorte... Sauf que moi, par exemple, vous voyez, Perico, c'est la première fois de ma vie que j'envisage réellement de me présenter aux élections avec une équipe, excusez-moi cette expression, mais c'est cette manière dont on parle à Marseille, mais c'est vraiment, je vais utiliser ce terme qui va être choquant, hein, avec une équipe de tueurs à gages politiques, dans le sens où ça va être des gens qui ne vont pas avoir peur de ceux qui sont en face, qui vont avoir des compétences et qui vont y aller jusqu'au bout pour essayer de prendre les rênes de la ville, parce que vous savez, on est arrivé à un tel point de bascule, vous savez,
des règlements de compte, ce qu'ils appellent des règlements de compte qui sont des assassinats. Moi, ça fait 15 ans que je dénonce que Marseille fabrique des assassins et qu'on ne s'en inquiète pas. Ce sont des enfants qui ont grandi ensemble, qui s'entretuent pour un bout de territoire et d'argent. Et ça inquiète personne. Vous vous rendez compte que là, on a pour la première fois, au-delà des victimes collatérales comme Sokaina, comme Ryan, comme Nessim, ce chauffeur de Uber qui a été assassiné par un enfant de 14 ans. On pense à eux. On pense à eux parce qu'à chaque fois, on croit qu'on a atteint un point de bascule qui était infranchissable. Et là, avec Mehdi Kessassi, paix à son âme et paix aux âmes à tous ces enfants qui sont décédés, on s'est dit, mon Dieu, c'est la première fois qu'un innocent est ciblé pour faire taire son frère. Vous voulez dire qu'à haute terre, que les Marseillaises et les Marseillais sont peut-être prêts à prendre leur destin en main de façon physique et politique. Physique et politique, et on aura besoin du soutien de tous, de tous. Et parce que vous savez, la politique, malheureusement, mon cher Perico, vous savez mieux que moi, et on va peut-être l'apprendre à nos éditeurs, c'est que la politique est un sport de riches pour les riches. Il faut avoir beaucoup d'argent ou une maison politique pour se présenter. Mais là, je pense qu'il y a une telle colère, vraiment. Hein, et vous savez, c'est pas que la colère, parce que la colère peut être un moteur. Mais là, il y a de la colère, de la frustration, du dégoût et un sentiment de mépris. Moi, je vais vous poser une question rapide à laquelle vous allez répondre. Capitaine Mohamed, vous disiez tout à l'heure, on comprend que vous craignez l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, y compris au pouvoir à Marseille. Pourtant, effectivement, les sondages démontrent que le Rassemblement national, Reconquête, tous ces partis prennent effectivement de l'ampleur. Est-ce que vous comprenez en même temps, vous disiez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron fait le jeu de ces partis, mais est-ce que vous comprenez que ces partis montent et que les Marseillais en ont ras-le-bol et qu'ils se tournent vers ces partis-là ? Je comprends que les Français, non pas les Marseillais, que les Français se tournent vers ces partis parce que malheureusement, nous avons eu un jeu de pouvoir entre la droite et la gauche depuis l'après-guerre. Pour quel résultat ? Pour voir naître Macron qui s'est dit, du côté des Français, d'être ni de droite ni de gauche. Et c'est un carnage, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit à chaque fois qu'il y a des crises qui sont énormissimes. Et encore une fois, aujourd'hui avec les agriculteurs, vous savez, quand j'étais au GG, je disais que les gens que j'accompagne, les gens qui sont précaires, les gens qui viennent de là où je viens, devaient choisir tous les mois. Mon cher Perico, excusez-moi, je termine vite. Entre payer leur loyer ou l'électricité. Vous savez où on en est aujourd'hui ? On en est à choisir entre payer le loyer ou l'électricité ou de quoi manger. Tout à fait. Et donc, comment vous voulez que les gens ne veuillent pas quand ils sont désespérés ? Vous savez, Macron est venu hier, il n'a pas reçu les familles de victimes, il a reçu que la famille Kessassi. C'est important, mais il n'y a pas que elle qui souffre. Le petit qui a été cramé, son père n'a pas été reçu alors qu'on l'a demandé. Et donc, quand les gens sont désespérés, ils sont prêts à tout. Kauter, vous imaginez bien qu'on va vous recontacter bientôt, parce que je pense que ce dossier n'est pas terminé. Au contraire, on n'est qu'au début, et on aura besoin de votre témoignage pour nous dire où ça en est. Merci en tout cas d'avoir été disponible, et surtout grand courage et bon courage pour l'entreprise que vous êtes en train de prendre sur les épaules. Merci. Allez, vous restez bien avec nous. La France dans tous ses états, c'est jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Le sapin de Noël Sud Radio. Allez, une petite parenthèse pour tenter de gagner un cadeau. Et Perico. oui, on ne vous oublie pas, la France dans tous ses états participe aussi au sapin de Noël de Sud Radio. Et là, vous allez gagner un lecteur de livres audio de la marque Prose. Prose, c'est le premier lecteur de livres audio, simple, sans appli, sans écran, avec plus de 20 000 livres disponibles. Et pour gagner ce livre audio Prose, envoyez sapin, comme l'arbre, S-A-P-I-N, par SMS au 7 20 18, sapin au 7 20 18, et vous aurez le gagnant à la fin de l'émission. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon Dieu. L'intelligence artificielle a encore frappé, et cette fois au plus haut niveau à cause d'une vidéo générant une fausse journaliste. Et voilà ce qu'elle dit. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. Mais les autorités n'ont publié aucun communiqué clair. Nous continuerons à vous informer. Eh bien oui, la France a-t-elle échappé à un coup d'État ? C'est en tout cas ce que cette vidéo diffusée sur Facebook semble laisser entendre. Très très bien faite. Une journaliste qui est là, vous avez des militaires qui sont dans le fond, un hélicoptère qui passe derrière la tour Eiffel. La situation est semblable à la réalité. La vidéo fait le tour du monde, évidemment. 12 millions de vues. Hein. On entendra le président de la République le signaler tout à l'heure. Et puis alors, évidemment, ce qui lui est arrivé arriva. Ça arrive sur le téléphone d'un chef d'État que le président de la République connaît. Et voilà le résultat. Dimanche, là, on m'envoie depuis l'étranger un message Facebook.
Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit, il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. 12 millions de vues, et le président de la République continue en disant qu'évidemment l'Élysée a demandé à Facebook de retirer de modérer, on dit, le terme c'est modérer cette vidéo, et que Facebook répond non, puisque ce n'est pas contraire aux principes éthiques de Facebook. Donc il rentre dans une grande colère, il se rend compte qu'effectivement, eh bien même le président de la République française peut être l'objet d'une fake news, d'une manipulation et d'un montage, mais je veux juste rappeler au président de la République que Facebook, les GAFAM, c'est un système de mondialisation heureuse auquel il a contribué, dont il s'est réjoui, qu'il a promu en son temps en disant d'accord, il peut y avoir des aspects moins intéressants, mais c'est bien cette grande communication. Et bien voilà ce qui se passe. L'arroseur à un moment donné est arrosé, effectivement. Alors c'est drôle de voir en ce doute qu'il n'y a pas de coup d'État à Paris, encore que, mais qu'il sache que s'il y a un coup d'État à Paris, une tentative, il a l'article 16 de la Constitution qui lui permet de faire face. Bon, on touche plus sérieusement, on touche plus sérieusement aux limites des réseaux sociaux, des diffusions. On peut balancer n'importe quoi, et à un moment donné, ben c'est le coup d'État qui est carrément évoqué. Je comprends qu'il soit inquiet pour son mandat. Il lui reste encore 2 ans à tenir, mais je crois que pour l'instant, son mandat présidentiel n'est pas menacé. Et puis une nouvelle polémique autour du BHV, mais cette fois pas Made in China, Made in Hidalgo, qui compte bien rentabiliser ces derniers mois à la tête de la ville de Paris. Oui, alors on a entendu parler du BHV récemment parce que Frédéric Merlin, son propriétaire, en a fait une succursale d'un produit chinois qui a été controversé, qui est Shein. Et là, du coup, si Frédéric Merlin n'arrive pas à obtenir le rachat du bazar de l'hôtel de ville, rappelons le nom de ce BHV, auprès des Galeries Lafayette qui en sont propriétaires, eh bien, Anne Hidalgo a consulté son conseil municipal. Un vœu a été voté puisqu'elle a la majorité. Et ce vœu stipule que la ville de Paris pourrait se porter acquéreuse du BHV pour en faire des logements sociaux. Donc, l'interrogation, est-ce qu'on va transformer le BHV en HLM? On va garder 3 lettres, mais au lieu que ce soit le B, le H et le V, on va faire HLM. HLM, c'est des logements sociaux. Écoutez, les logements sociaux sont une nécessité. On va pas dénoncer le fait d'installer des logements sociaux. Est-ce que le BHV est bien indiqué? Ça reste un grand magasin, une image de Paris pour le commerce. Des milliers de familles pendant des décennies sont allées acheter au sous-sol. C'est la plus belle quincaillerie du monde. On trouve de tout. Si maintenant ça donne des logements sociaux, je pense que la ville de Paris, que Madame Hidalgo, qui finit son mandat dans quelques mois, je pense qu'elle a mieux à faire pour partir dignement que de transformer ce monument des grands magasins français en logement social. Mais ça, vous savez, les bandes politiques, on ne sait jamais ce qu'ils veulent, ce qu'ils viennent et où ils veulent en arriver. Car je suis mal aimé, je suis le mal aimé, les gens me connaissent. Alors ce spot publicitaire d'Intermarché où on entend la voix du très grand Claude François fait absolument un tabac et un record d'audience, mais ça a débouché sur une petite anecdote. Oui, alors d'abord, 47 ans après la disparition de Claude François, Le Mal-Aimé devient le titre le plus aimé de son répertoire. La chanson enregistre un bond de 3980% des écoutes à travers le monde entre le 8 et le 14 décembre sur la plateforme musicale Spotify. C'est énorme. Alors il y a encore du chemin à faire pour atteindre le nombre d'écoutes de Comme d'habitude ou de cette année-là, mais voilà, Claude François revient en force à l'international. Il cartonne aux États-Unis, au Canada, et franchement, ça fait plaisir. Oui, Maud, mais le succès de cette publicité, si j'ai bien compris, ne profite pas exclusivement à Claude François. Et qui l'eût cru? Même le loup d'Intermarché est victime de récupération politique, et c'est Dominique de Villepin qui a tenté de surfer sur la vague émotionnelle. Écoutez-le, c'était sur RTL hier. Vous connaissez l'histoire du loup d'Intermarché? Oui. Bon, il a pris beaucoup de coups. Il fait devenu végétarien, le loup d'Intermarché. Absolument. C'est le mal aimé. Et il est amené à changer, à se métamorphoser. Moi, j'ai subi beaucoup d'accusations. Clearstream, la Chine, le Qatar, sans que je comprenne très bien de quoi il s'agissait. Et à la fin, tout ça se dissipe et il devient l'ami du village à force. Donc vous êtes l'ami du village? À force de servir. Ouais. Convaincre,
convaincre qu'il n'y a pas aujourd'hui d'autre objet Est-ce à que mon vous êtes engagement toujours un homme de droite que de servir. Mais je n'ai jamais été un homme de droite. Vous n'avez jamais Je été un homme de suis droite gaulliste, c'est-à-dire la volonté de rassembler. Alors je ne sais pas si ça fera pleurer dans les chaumières, j'en doute. En tout cas, le vrai loup vedette de la publicité d'Intermarché cumulera bientôt le milliard de vues. Il faut aussi parfois savoir garder une émotion pure, ne pas la contaminer avec des parallèles inutiles. Ceci dit, heureusement que le loup n'était pas un putois. Je ne sais pas si Loïc de Villepin se serait risqué à s'y comparer. Ouais, il faut voir la scène quand même. Je ne sais pas si c'est un replay ou un podcast. Et vous avez Thomas Soto qui demande à Dominique de Villepin, mais vous êtes, parce que le loup est l'ami du village dans le spot, est-ce que vous devenez aussi l'ami du village? Et Dominique de Villepin confirme en évoquant toutes les affaires auxquelles il était confronté. Oui, je suis un mal-aimé, je suis l'ami du village. Donc de grandes perspectives électorales pour la République française. Et là, c'est un drame national, Perico. Le site de production des liqueurs chartreuses a été la cible d'un cambriolage dans la nuit de lundi à mardi et le pactole est énorme. Mais oui, alors là, on tombe des nues. Alors c'est le cas de le dire parce que c'est un monastère. Donc l'abbaye de la Grande Chartreuse qui élabore depuis des siècles dans le plus grand secret la chartreuse verte, la chartreuse jaune, à consommer avec modération. Il y a eu effraction. Il y a 6 ou 7 personnes qui sont rentrées dans la nuit. Ils ont pris 80 cartons. Ça fait plus de 600 bouteilles. Ils ont emporté ça. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Non, c'est une très très bonne liqueur. En plus, elle a des vertus médicinales avec des herbes secrètes. Voilà, écoutez, je sais pas, je suis interpellé. Est-ce qu'on va faire le réveillon? En tout cas, nous signalons à nos amis auditeurs de Sud Radio que si, dans l'un de vos soirées de réveillon, vous voyez une abondance de bouteilles de chartreuse à la place du champagne, à la place du vin, et qu'il n'y a que de la chartreuse, écoutez, prévenez, je ne sais pas quel est le numéro, c'est le 17, ouais. Voilà, vous signalez, c'est que c'est suspect. On vous souhaite bien du bonheur, avec modération, bien entendu, mais ça sera quand même assez inhabituel. En tout cas, écoutez, que ceux qui auront le bonheur de déguster cette grande chartreuse en profitent, comme quoi les voies du Seigneur ne sont pas toujours impénétrables. Ma chère Maude, une anecdote étonnante pour conclure. Un geste symbolique qualifie d'atteinte à la République. C'est quoi? C'est un arbre de Noël qui remplace un arbre de la laïcité. Eh bien, alors que la municipalité de Saint-Nazaire avait planté un arbre de la laïcité pour célébrer les 120 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État, eh bien, l'érable a été retiré et grand remplacé par un petit sapin enguirlandé, accompagné d'une pancarte souhaitant un joyeux Noël. Un buste d'Aristide Briand situé à proximité a également été coiffé d'un bonnet de Noël. Un acte irrespectueux des principes républicains, a dénoncé le maire socialiste de Saint-Nazaire, et d'ajouter: je le condamne avec fermeté en raison de sa grande gravité, tant il vient heurter les valeurs fondatrices de notre République, que je défendrai toujours: liberté, égalité, fraternité, laïcité. Je ne lâcherai rien. Alors, à titre personnel, bien sûr que tout acte de vandalisme doit être condamné, mais là on croirait qu'une école vient d'être incendiée. Si on condamne tout de la même manière, avec le même lexique et la même gravité, on ne condamne plus rien. Voilà pour l'anecdote du jour. Oui, alors, ma chère Maud, je diverge un tout petit peu de votre point de vue que je respecte profondément. C'est vrai qu'un acte de la liberté... Alors c'est curieux qu'ils aient pris un érable, qui est quand même l'arbre symbolique du Canada. Ils auraient pu prendre un chêne, un bouleau, un frêne, enfin peu importe. Mais c'est vrai que si on condamne, si on dénonce le fait qu'on soit obligé de retirer une crèche d'une mairie parce qu'elle n'est pas de laïcité, le symbole de la laïcité, qui est cet arbre, c'est un élément naturel, fait qu'il faut tout respecter. Donc on respecte l'arbre de laïcité, il y a l'arbre de Noël, et répondre au problème des crèches en arrachant ou en évacuant un arbre, et là il y a Aristide Briand avec un bonnet de Noël, je trouve que c'est pas sympa. Voilà. Bon allez, dans un instant, nous parlerons de la Boisserie, la maison historique du Général de Gaulle qui est à vendre, et ça se chamaille. Tout de suite avec Nicolas Lacroix, restez bien avec nous sur Sud Radio, à tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. La Boisserie, maison historique du Général de Gaulle à Colombelles et Deux Églises, a été mise en vente par ses héritiers. Le département et l'État se l'arrachent. Parmi les héritiers, Pierre de Gaulle, propriétaire de 50% de la demeure, qui s'affiche depuis un certain temps ouvertement pro-Poutine. Alors pour mettre la maison à l'abri de mains étrangères, Emmanuel Macron a lancé la procédure de classement de la Boisserie aux monuments historiques afin que l'État puisse la préempter. On en parle avec le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas Lacroix, merci d'être sur Sud Radio. Nous avons besoin de votre avis parce que la Boisserie, une maison que je connais parce que je vais souvent en pèlerinage à Colombelles et Deux Églises, donc la Fondation Charles de Gaulle s'en est désengagée, la famille veut le vendre, peu importe les opinions politiques du petit-fils du général de Gaulle, mais le général de Gaulle était attaché à la Haute-Marne, il avait choisi Colombelles et Deux Églises pour acheter cette maison, pour être
pour rappeler le terrain des opérations qui était la ligne des Vosges, le front de 14. Il y a fini sa vie. La Boisserie est devenue le symbole de la mémoire du général de Gaulle, des valeurs du gaullisme, et il pourrait sembler normal que ce soit le département de la Haute-Marne, qui est déjà propriétaire du magnifique mémorial qui est à côté, avec cette croix de Lorraine que l'on voit très loin, devienne propriétaire de la Boisserie. Et vous êtes confronté à une intention de l'État, peut-être désirée par le président de la République, de prendre possession de la Boisserie. La situation est bien celle-là? En tout cas, moi, je discute avec les propriétaires de la maison, qui sont les 3 petits-fils du général de Gaulle. Oui. Et c'est vrai que le département s'est positionné pour faire l'acquisition de cette maison. Donc aujourd'hui, nous discutons. Je ne connais pas les intentions de l'État. En tout cas, moi, je discute avec les propriétaires et pour l'instant, les choses avancent. Si vous en prenez possession, la Boisserie restera accessible. Elle reste un monument. Donc, alors, elle serait classée monument historique, mais enfin, l'accès au public resterait exactement le même, avec la préservation des lieux et une possibilité d'aller justement rencontrer cet endroit emblématique de l'histoire de France. D'ailleurs, si le propriétaire devient le département, elle sera encore accessible pour la famille qui m'en a fait la demande. Je considère que les revenus de la famille du général de Gaulle à Colombey est quelque chose d'important pour Colombey, et on a besoin de rencontrer cette famille, ceux qui ont connu le général, ceux qui ont habité dans cette maison, et ça c'est quelque chose que l'État ne propose pas. Moi je propose effectivement à la famille d'y accéder encore librement pour que, pourquoi pas, les visiteurs puissent rencontrer les petits-enfants du général. Je pense que c'est quelque chose d'important. Du coup, il y aurait une collusion légitime, une synergie, si je puis dire, une harmonie avec le monument à la mémoire du général de Gaulle, de la guerre de 40, de la résistance. J'encourage les auditeurs de Sud Radio à aller voir ce monument, ce mémorial très impressionnant, ce paysage que le général de Gaulle contemplait depuis les jardins de la Boisserie, et cette grande croix de Lorraine. Voilà, c'est tout un instant de l'histoire de France. Oui, effectivement, légitimement, ça devrait revenir au département de la Haute-Marne. Quels sont aujourd'hui le niveau des pourparlers avec la famille de Gaulle? Bon, écoutez, moi je respecte aujourd'hui l'intention en tout cas la volonté de la famille de discuter avec le département. L'État, effectivement, en classant la maison, a montré son intérêt pour la maison. D'ailleurs, il l'a classée en extrême urgence. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on discute sereinement avec l'État. Le département a besoin de l'État pour l'achat, et ensuite peut-être pour l'animation, pour la restauration de cette maison. On ne pourra pas le faire sans le département. Et donc sereinement, le département continue à discuter avec la famille. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous savez, le général était plus attaché à la maison qu'au palais de l'Élysée. Donc oui, une partie de l'histoire de France s'est jouée à Colombey, et je crois que les Haut-Marnais aussi sont très très attachés à cette maison. C'est la maison des Français, c'est la maison des Haut-Marnais, et il faut effectivement que les visiteurs de Colombey puissent continuer à visiter cette maison, en plus du mémorial Charles de Gaulle et puis du village, puisque moi je parle très souvent du parcours de Gaulle à Colombey. C'est le mémorial, c'est la maison, c'est le cimetière, c'est le village, c'est la mairie. C'est tout un parcours qu'on peut évidemment découvrir à Colombey. Tout à fait, c'est un tout. Pour ceux qui se souviennent ou qui ont vécu cette époque comme moi, on se souvient des obsèques, on se souvient même de la période où le général de Gaulle recevait souvent des visites étrangères. On voit des images de lui allant à la messe et puis se recueillir sur la tombe où reposait sa jeune fille Anne de Gaulle. Quels sont aujourd'hui les interlocuteurs qui se manifestent de la part de l'État pour l'acquisition? C'est venu par la préfecture, par le ministère de la Culture. Qui rencontrez-vous pour statuer sur cet enjeu? Écoutez, pour l'instant, il y a beaucoup d'agitation médiatique. Moi, je n'ai pas beaucoup d'interlocuteurs sur cette question. J'ai essayé, effectivement, pour l'instant, de discuter avec l'État, qui ne semblait pas très intéressé il y a encore quelques mois. Et là, il y a une petite agitation qui viendrait, semble-t-il, de l'Élysée. Donc, vous savez, je crois que le président de la République, ça évidemment aura plus de poids qu'un président de département. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je discute avec la famille. Ce sont les propriétaires, et c'est ce qui m'intéresse. Et en tout cas, j'en fais ma priorité. Qui aura le dernier mot? C'est bien la famille qui est propriétaire, qui décide de qui elle vend. Il n'y a pas d'interférence. Ou est-ce que l'État peut préempter s'il y avait une vente au département? J'espère que dans ce pays, les propriétaires ont encore leur mot à dire. Donc j'espère que ce sera évidemment la famille qui aura le dernier mot. Oui, l'État, effectivement, aura, je pense, la possibilité de préempter, puisque c'est un bien classé, et il est en train, je pense, de mettre en œuvre peut-être cette volonté. Pour l'instant, rien n'est fait, les discussions sont en cours, le département est intéressé, il ne le fera pas contre l'État. Si l'État s'intéresse à Colombey, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait beaucoup. Et donc, moi, je
évidemment très ouvert à travailler avec l'État pour que cette maison reste un lieu de visite, mais qu'elle évolue aussi parce que elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de s'inscrire dans un parcours de Gaulle, comme je vous le disais, à Colombey-les-Deux-Églises. Nicolas Lacroix, si l'on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer une formule consensuelle où l'État deviendrait strictement le propriétaire foncier des lieux, de la maison, du parc, du jardin, mais la gestion et l'administration en seraient confiées totalement au département sous une forme de délégation ou de convention? C'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Alors la gestion, nous l'avons déjà, puisque vous l'avez dit, le mémorial. La fondation s'est désengagée, et depuis le 1er octobre, c'est le département déjà qui s'est vu confier par la famille la gestion de la maison. Donc nous avons depuis le 1er octobre la gestion de cette maison, et évidemment on souhaiterait avoir un peu plus de liberté sur l'évolution de cette maison, d'où ma volonté effectivement de devenir le propriétaire pour pouvoir ouvrir la maison davantage à l'étage. Vous savez, aujourd'hui on ne peut pas visiter la chambre du général, on ne peut pas visiter la chambre où Adenauer a dormi. Donc je voudrais aussi pouvoir finalement faire évoluer cette maison pour la rendre encore plus attractive. Est-ce qu'au sommet de l'État, je me fais un peu l'avocat du diable, Nicolas Lacroix, est-ce qu'au sommet de l'État on pourrait craindre qu'éventuellement il y ait un jour un changement de majorité à la tête du département de la Haute-Marne et que un prochain conseil départemental décide du coup de vendre la maison si elle en était propriétaire et que ça échoue dans les mains d'un particulier ou d'un privé? Est-ce que l'État pourrait dire non, maintenant c'est un bien national, c'est inaliénable, donc c'est une garantie que la boisserie restera toujours dans le sein de la République? C'est une vision qui est acceptable, ça, ou ça ne tient pas la route? Bon, écoutez, je pense que beaucoup ont évoqué cette situation. Bon, d'abord, il y a les élections présidentielles, ça vous a pas échappé en 2027. Oui. Qui sera le président de la République ou la présidente de la République en 2027, personne ne le sait. Et il y aura effectivement des élections au sein des départements en 2028. Je serai à nouveau candidat. Aujourd'hui, j'ai une majorité assez large et j'entends bien le rester. Donc, la sécurité, c'est peut-être aussi de laisser la gestion de la boisserie à un département qui a une large majorité avec des élus très engagés. Des élus d'ailleurs engagés au sein des mouvements proches du parti gaulliste. Donc voilà, peut-être que ça aussi, ça pourrait rassurer la famille de privilégier le département. Je pense que la boisserie demeure historique du général de Gaulle, peuvent même faire, j'allais dire, la cohésion au sein du conseil départemental. Je ne connais pas aujourd'hui le décompte, enfin je sais que vous avez une majorité qui est autour de vous avec les Républicains, mais qui dit que l'opposition ne serait pas elle-même partante pour que ce joyau de l'histoire de France devienne une propriété du département? Aujourd'hui, la majorité dans le département de la Haute-Marne, c'est 16 cantons sur 17. Oui. Donc, vous voyez, la majorité, elle est bien installée. C'est assez confortable, mais il n'est pas dit. Quel est le 17e? C'est un élu de gauche? C'est un binôme, ce sont des élus du Rassemblement national. Bon, et ils sont pas opposés, même si leur voix ne compte pas, c'est pas dit qu'ils soient opposés au rachat de cette maison. Si vous en prenez possession, vous envisagez, j'allais dire, de développer un petit peu cette boisserie, de la promouvoir, de la réaménager et de rendre toutes les parties accessibles. C'est ce que vous avez dit. Bon, d'abord, c'est évidemment pas dénaturé. Aujourd'hui, les objets sont restés à l'endroit où ils étaient à la mort du général et à la disparition de Madame de Gaulle. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder l'esprit. Mais aujourd'hui, il y a des mesures de préservation. Il y a des objets qui doivent être repris. J'entends aussi effectivement développer le jardin, parce qu'il y a un magnifique jardin. Il y a la maison, mais il y a l'environnement, il y a la vue, vous l'avez dit. Et puis, il y a effectivement l'accès de certaines pièces qui, pour l'instant, ne sont pas accessibles au public. Et ça manque un peu, donc on n'a pas accès à l'étage, on n'a pas accès à la cuisine, qui était aussi un moment, une pièce importante, et on peut raconter de belles histoires. Et vous voyez, ces histoires, je veux aussi les raconter avec la famille du général, avec les petits enfants, voilà, leur présence est importante à Colombey, et j'entends vraiment m'appuyer sur eux pour continuer à faire vivre l'esprit du général à Colombey. On vous a entendu, Nicolas Lacroix. Évidemment, la construction, elle doit se faire, ce projet doit se faire avec la famille et pas... On se doute au cœur que ça aboutisse et on sait que cette maison sera entre de bonnes mains si elle est au conseil départemental de la Haute-Marne. Bon courage pour la suite de cette aventure. Merci d'avoir été présent sur Sud Radio, Monsieur le Président. Pourquoi les Françaises ne font-elles plus d'enfants? On en parle avec Gabrielle Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire et auteure de Yes Kids aux éditions Fayard. Tout de suite sur Sud Radio, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite.
Le sapin de Noël Sud Radio. Et nous vous rappelons que vous pouvez gagner un cadeau, Perico. Oui, c'est le sapin de Noël de Sud Radio et l'émission La France dans tous ses états vous propose un lecteur de livres audio de la marque Prose. Prose, c'est le premier lecteur de livres audio simple, sans appli, sans écran, avec plus de 20 000 livres disponibles. C'est une véritable bibliothèque pour les enfants, bien sûr, pour qu'ils deviennent plus savants et plus intelligents. Il faut simplement envoyer SAPIN, S-A-P-I-N par SMS au 7 20 18 72018 et on verra qui est l'heureux gagnant à la fin de l'émission. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Est-ce que notre pays manque d'enfants? Oui, on le sait. Est-ce que l'histoire de France et l'avenir de la France passe sur sa démographie, sur cette population qui est tellement amoureuse de son pays qu'elle veut transmettre de génération en génération cet amour de la patrie? Nous en discutons sereinement, mais avec inquiétude, avec Gabriel Cluzel, qui a fait de cette cause un enjeu militant et politique. Il faut faire des enfants. Alors il y a des théoriciens du no kids. Alors on prend un terme anglais, no kids. Yes kid. Voilà. Faisons des enfants. On a toujours connu des ministres de la famille et nous avons toujours su que dans les grands enjeux stratégiques, un pays qui ne fait plus d'enfants, eh bien commence à s'éteindre. Nous avons cette année atteint un seuil où il y aurait. C'est comme le commerce extérieur. Pour la première fois, on importe plus d'aliments qu'on en exporte. Et là, cette année, on aurait plus de gens qui s'en vont au ciel que ceux qui arrivent par la cigogne ou dans un chou. Merci Gabriel Cluzel d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes très engagé dans ce combat, même de façon idéologique, mais c'est une noble cause. Votre inquiétude est réelle ou non aujourd'hui? Oui, j'ai une réelle inquiétude. Alors pour moi, il y a deux sujets dans ce sujet. Il y a un sujet profondément intime. Pour moi, c'est une catastrophe intime, j'ose le dire. C'est-à-dire qu'on a convaincu, et là je parle des femmes, on a convaincu les femmes que cette expérience intime, finalement, elle ne devait pas la mener, qu'elle leur nuirait, que c'était leur maternité, leur potentialité maternelle était un fardeau qu'elles devaient déposer sur le bord de la route. D'ailleurs, vous savez, on apprend aux jeunes filles dès l'adolescence à traiter la fécondité comme une maladie chronique. On leur dit méfiez-vous de votre fécondité, comme le diabète ou l'hypertension. Et c'est pas neutre. Et puis il y a un drame collectif. Bah oui, né de richesse que d'hommes. Vous savez cette expression qui est un lieu commun, mais les lieux communs, ils sont souvent devenus des lieux communs parce que tout le monde s'est dit ah bah oui c'est vrai. Et vous savez j'aime souvent parler de ce conte qui s'appelle le Petit Pousset. Vous savez la culture française. Bien sûr. Elle a son fond traditionnel de conte de Charles Perrault et le Petit Pousset. Ce sont des parents qui ont 7 enfants. Quand arrive le 7e, ils se disent on peut plus le nourrir, on va le lâcher dans la forêt. Eh bien c'est le 7e qui a l'intelligence de mettre des petits cailloux et mieux après être revenu à la maison d'enrichir toute la famille. Moi je crois à l'intelligence collective. Plus on sera de cerveau, plus on trouvera des solutions. Vous voyez, je ne suis pas pour mal fusiller. Gabriel Cluzel, cette réalité fut le quotidien de beaucoup de familles françaises durant des siècles. Au-delà de tant d'enfants, pas de bouche à nourrir, des enfants abandonnés, des tragédies. N'oublions pas la mortalité infantile. On faisait beaucoup d'enfants parce qu'on en gardait peu de vivants. C'était l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui. La Chine a été confrontée à ce problème. Un seul enfant aujourd'hui, alors qu'ils sont à plus d'1,5 milliard. C'est le paradoxe. S'ils refaitent des enfants, sans ça, on va avoir plus de vieux que de jeunes. La famille française aujourd'hui, c'est un symbole menacé. Si la démographie continue à baisser, on peut aboutir à quel genre de situation, de configuration? Écoutez, je crois que nous n'en sommes qu'à l'apéritif. Il faut se rendre compte de ça. Alors moi, je le dis beaucoup, je ne comprends pas comment la réforme des retraites, on n'ait pas parlé de ce sujet-là. Parce que, évidemment, pour le paiement des retraites, la retraite, on va pas se mentir, la retraite par répartition. C'est clair que ça passe d'abord par la démographie. Ah ben voilà, sans enfants, c'est Madoff. C'est la pyramide de Ponzi. Les cotisants, il faut les faire. Les cotisants, il faut les fabriquer. Les cotisations servies aujourd'hui sont celles des enfants d'aujourd'hui. Donc demain, ceux qui seront cotisants, s'il n'y a plus d'enfants demain, il n'y aura plus de cotisations. Donc personne n'ose le dire. Personne n'a osé dire. Alors, bien sûr, Emmanuel Macron, il a parlé de réarmement démographique, mais en même temps, il a dit, enfin en tout cas par la voix d'un de ses conseillers sur une chaîne concurrente, je peux peut-être la nommer France Inter. Oui. Oui, mais il veut pas réduire les femmes à un ventre, comme si une mère était réduite à un ventre, comme si une mère se réduisait à son utérus. Et je trouve ça extrêmement grave, parce qu'en réalité... Si sa maman avait dit ça, nous n'aurions pas le grand président de la République. Exactement, que deviendrions-nous?
vous imaginez. Et c'est vrai que je trouve ça très révélateur parce que en réalité, la maternité aujourd'hui est considérée par par le féminisme. D'ailleurs, je veux dire parce qu'aujourd'hui le féminisme est totalitaire. J'allais dire par un courant féministe, mais il n'y a pas de courant féministe. Tout le féminisme dit la maternité est un fardeau et considéré presque comme un vice, comme l'alcoolisme. Vous voyez, on plaint les mères parce que leur vie est difficile, mais il ne faut pas les encourager dans ce vice. Donc on s'est interdit de réfléchir à la question de la maternité. Je vais aller un peu plus loin que vous, parce que vous avez tout à l'heure comparé à des pathologies. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'est pas encore plus, j'allais dire, aberrant ? On a émancipé la femme, la cuisine, le ménage, c'est avilissant. Est-ce que faire des enfants, être maman, c'est pas la continuité d'un acte domestique humiliant que est le ménage, la cuisine? Eh ben, ne faites pas d'enfants, émancipez-vous. 68 continue à fonctionner à plein gaz. Vous avez raison, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, on peut chiffrer ça, ou dater ça, à mai 68, même si en fait c'est une progression dans les années 60. Mais c'est vrai que mai 68 a prétendu libérer la femme de la maternité. On va pas se mentir, là aussi, elle a libéré surtout l'homme, en particulier, parce qu'on pouvait plus lui dire attention, je vais avoir un enfant. Oui. Ça aussi, c'est mais d'ailleurs, on peut le voir même dans la mode. Je trouve ça très intéressant parce que vous savez, avant 68, c'était un peu Brigitte Bardot, les décolletés pigeonnants. Après 68, c'était Jane Birkin, les corps plus androgynes. Donc on voit bien qu'on a valorisé la jeune fille sans enfant, mais on a réussi à faire croire à la mère que la maternité était une entrave qui l'empêcherait de courir plus loin et plus vite. Et on a éteint, et c'est surtout ça qui me paraît très très curieux et très très triste et très très puissant, cet instinct maternel. Vous savez, on n'a jamais dit que l'homme était autant que l'homme était près de l'animal. Il y a un instinct maternel, moi j'y crois à fond, cet instinct de potentialité maternelle. Tous les fils le savent, Gabriel, tous les fils et les filles le savent. On a réussi à l'éteindre chez beaucoup. Alors je sais pas, je voulais juste citer une amie institutrice qui me dit souvent cela, et je trouve ça très juste. Elle me dit, je ne comprends pas, mes petites filles de 5 ans là en maternelle, quand je leur demande qui veut être maman, elles lèvent toutes le doigt. À 25, il n'y a plus personne. Pourquoi je dis ça? Parce que les féministes ont l'habitude de dire, les féministes autoproclamées, moi aussi je suis féministe, je suis pas maso, je défends la cause des femmes, mais les féministes qui ont pignon sur rue disent que la maternité est un conditionnement. Moi je dis aujourd'hui que c'est la dénatalité, la dématernité, je sais pas comment appeler ça, qui est un conditionnement. On convainc les jeunes filles qu'il ne faut pas qu'elles soient mères. Et je vais vous dire, c'est une violence psychologique très forte. Ma compagne de studio, Maud Coffrer, va vous poser une question. Gabriel Cluzel, cette façon très négative de voir à la fois la féminité d'une manière, parce que c'est une continuité, et la maternité, elle est très occidentale, non ? Elle est très occidentale, mais vous savez que l'Occident a le chic pour diffuser toutes ces merveilleuses idées. Donc il y a un certain nombre de pays qui sont eux aussi touchés. Mais vous avez raison de dire que c'est très occidental. Il y a des vraies questions qui se posent en Occident, sur la façon dont on regarde la mère. Vous savez, on parle de dénatalité, mais en fait, c'est le désamour, c'est la détestation de beaucoup de choses. On n'aime plus les mères. Je vous dis franchement, la figure maternelle, c'est la dernière qu'on peut moquer. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très simple. Vipère au point a été le livre qu'on a fait lire pendant des années au collège d'Hervé Bazin, mais c'était la lecture obligatoire. C'est quand même une figure de la mère très particulière. Je ne dis pas qu'il y a des mauvaises mères, mais m'aider à tuer ses enfants, néanmoins, c'est l'exception, pas la règle. La plupart des mères, l'immense majorité aiment ses enfants. On vient de découvrir aujourd'hui, vous en avez entendu parler, c'était une fake news, en fait, pour parler en bon français. C'est-à-dire que la mère d'Hervé Bazin n'était pas la vilaine folcoche qu'on a dit, c'était Hervé Bazin qui était un mythomane. Et pire, elle a été même une très bonne mère parce qu'elle savait tout cela, mais pour pas détruire la carrière de son fils, elle a refusé de le dire. Donc elle s'est sacrifiée. Donc il y a la figure de la mère qui est toujours très abîmée. Vous pouvez regarder dans les films, on adore se moquer des mères de famille. C'est la dernière minorité qu'on peut opprimer. D'ailleurs, moi, on m'a refusé un appartement en me disant vous avez trop d'enfants. L'agence immobilière m'a dit le propriétaire a peur. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez particulier. Et puis l'Occident ne s'aime plus. Je crois que c'est aussi une détestation collective. Pour se dupliquer, faut s'aimer. Vous voyez, pour se dire j'ai envie de mettre un pied dans l'éternité. Parce qu'un enfant, c'est ça, c'est mettre un pied dans l'éternité. C'est vraiment un déclin sur tous les fronts, en fait. Et voilà. Et en fait, l'Occident qui ne s'aime plus. Alors, je vais vous faire une comparaison évidemment terriblement excessive, mais il y a un petit quelque chose.
il y a un bouquin qui s'appelle Enfants de nazis, dans lequel l'auteur, alors Tania, je ne sais plus son nom de famille malheureusement, qui m'échappe, a expliqué que les enfants nazis ne voulaient pas transmettre ce qu'ils avaient reçu, voilà, enfin leur matériel biologique. Ben, je crois que l'Occident a été tellement culpabilisé, tellement, sur tous les plans. D'ailleurs, on peut faire en poupée russe, colonialiste, même on peut dire l'espèce humaine est culpabilisée parce qu'elle respire, c'est pas bon pour l'écologie. Eh bien, et ça, les autres pays l'entendent pas de cette façon-là. Eh bien, elle se dit, pourquoi je me reproduirais ? Pourquoi je me reproduirais ? Je ne mérite pas d'être dupliqué. Je crois que cette détestation, il y a d'autres détestations. Détestation de l'autorité. Il est un fait que les relations parents-enfants, c'est une relation d'autorité. Détestation de l'adulte. Vous venez vraiment adulte quand vous avez des enfants. Avant, moi, je veux dire, une femme de 45 ans, on peut s'imaginer que c'est une jeune fille de 18 tant qu'elle n'a pas d'enfant. Vous voyez ? C'est après que ça change. Je confirme. D'ailleurs, Maud est restée très jeune et très, très naïve avant qu'elle soit maman. Gabrielle Cluzel, bien sûr. Je suppose que vous ne généralisez pas, évidemment, que grâce au ciel, nous gardons de vraies mamans majoritaires dans ce pays, des femmes qui veulent avoir des enfants. Mais bien sûr, mais elles n'ont pas droit à la parole. C'est vrai que ce phénomène se constate. Alors, il n'y a pas qu'une cause. Est-ce qu'il peut y avoir, j'allais dire, une dénatalité, un dénatalisme sincère issu d'un vrai stress, d'une angoisse, et ensuite il peut y avoir une influence idéologique qui fait qu'on considère qu'effectivement aujourd'hui, pour une femme, faire des enfants, c'est rentrer dans un moule, dans un code et dans un cadre de soumission, et que l'émancipation de la femme passe par justement ce refus de materner. Alors, vous avez raison, c'est souvent multifactoriel. Moi, je ne veux pas qu'on s'arrête au simple, même si c'est important, au simple aspect économique. On va tout envisager. Voilà, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais je crois que l'aspect économique n'est pas suffisant parce qu'il y a eu d'autres périodes où les gens ont été beaucoup plus pauvres. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, est-ce que une mère devient soumise ? Moi, j'ai la vision tout inverse de la mère. Une mère, c'est surpuissante. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au fur et à mesure que montaient ces théories sur la maternité aliénante, etc., il y avait Freud qui expliquait que la mère était surpuissante. Il disait, votre enfant va mal, c'est votre faute. Et c'est vrai que quand une mère indique le sud, c'est une boussole qui indique le sud, eh bien, les enfants vont mal. Quand la mère va mal, les enfants vont mal. Donc, une mère, au contraire, c'est une puissance, une toute puissance. Elle a besoin, d'ailleurs, c'est là qu'intervient le père, que le père lui dise, attends, t'es pas toute puissante avec tes enfants, et ils ont besoin de prendre leur envol, ou ça peut être aussi des grands-parents. Et donc, je crois que c'est très intéressant de le dire parce que les femmes ne le savent pas. C'est une expérience déjà sentimentale, affective, sensorielle, je ne sais pas comment l'expliquer, folle. Je vais plus loin. C'est presque une castration psychologique que l'on fait quand on dit aux filles ne soyez pas mère, surtout ne soyez pas mère, parce que ça va être terrible. C'est quelqu'un en haut de la piste. Si on lui dit ça va être magnifique, tu vas voir des paysages splendides, elle y va, elle se lance. Si on lui dit ça va être affreux, tu vas te casser une jambe, elle n'y va pas. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Gabrielle Cluzel, on poursuit cet échange exaltant et passionnant dans quelques instants. Nous sommes avec Gabrielle Cluzel sur Sud Radio. On attend tout à l'heure la réaction de Maud Koffler qui va certainement et de nous donner deux autres auditeurs. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas en compagnie de Gabrielle Cluzel qui défend la natalité et j'ai à mes côtés Maud Koffler aussi qui a des avis très précis sur la question. Nous avons l'appel d'un auditeur, Roland, qui nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Roland. Bonjour cher Perico, bonjour à tous. Roland, vous êtes père de famille ou pas encore ? Non, pas célibataire. Célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gabrielle Cluzel ? J'ai envie de dire à Gabrielle Cluzel que je comprends son combat pour la natalité, il est fort respectable et je pense qu'un pays qui a une perte démographique est un pays pour moi qui est voué quelque peu à l'échec et voire même à la disparition. Mais moi qui ai 30 ans, je n'ai pas forcément cette envie de fonder une famille, non pas que je n'aime pas les enfants, bien au contraire, mais quel avenir vais-je leur laisser ? Quand je vois déjà notre situation économique, notre situation sociale, notre situation civilisationnelle, je ne pense pas que mes enfants vont pouvoir être élevés malgré tout les valeurs que je pourrais leur donner, malgré l'éducation que je pourrais donner avec la future maman que je n'ai toujours pas trouvée d'ailleurs. Mais je ne vois toujours pas, je ne vois pas le bout du tunnel pour mes enfants et je n'ai pas envie, je n'ai pas envie qu'ils se sentent en perte de repères, en perte
en perte totale. Donc je suis pas le seul à me poser la question, et peut-être que Gabriel Cluzel peut peut-être me faire changer d'avis, et j'espère d'ailleurs, parce que c'est un constat qui est dramatique, quoi. Roland, vous faites partie de ces jeunes avec un mariage potentiel, de ces jeunes parents potentiels. Vous avez peur tout simplement de l'avenir, vous avez peur du monde qui nous attend et dans lequel vous essayeriez des enfants aux côtés desquels vous ne trouveriez plus. Moi qui suis père de famille, je me pose la question régulièrement, mon Dieu, où les laisse-t-on ? Je comprends qu'il y ait cette inquiétude. Est-ce que pour autant, Gabriel Cluzel, il faut se résigner et baisser les bras ? Alors merci Roland, j'aime bien sa façon d'exprimer les choses, très sereine. Très sobrement, très sincère. Exactement, très sincère, et il n'expose pas ses convictions comme un dogme, mais c'est toujours Roland agréable. a 30 ans, il est jeune. Oui, il est tout jeune, il a la vie devant lui, alors j'ai envie de lui dire déjà que peut-être que quand il aura rencontré la femme de sa vie, il changera d'avis. Parce que c'est vrai que rappelons quand même qu'il faut être deux pour avoir un enfant, et que c'est souvent l'autre. Jusqu'à nouvel ordre, Gabriel. Jusqu'à nouvel ordre, nous sommes d'accord. Oui, je dis quelque chose d'extrêmement réactionnaire. Pardonnez-moi. Avec l'intelligence artificielle, on peut avoir la naissance artificielle. On va faire plein de choses, mais pour le moment, c'est ainsi que ça se passe. Et moi, je repense à cette chanson de Joe Dassin, vous savez, à toi. Vous la connaissez, cette chanson? Il dit à l'enfant qui sera à la fois toi et moi. Donc c'est vrai que l'amour, disons-le, c'est un peu là aussi un lieu commun, mais c'est une vérité, vous pousse parfois à avoir des enfants, et je pense notamment aux hommes chez lesquels le désir d'enfant est peut-être moins fort que chez la femme. Ça aussi, c'est complètement réactionnaire de le dire, mais je l'assume. Par ailleurs, ce que je voudrais dire à Roland, c'est... pardon, je vais faire mon pape. N'ayez pas peur. Je pense que... Vous pouvez faire la papesse, ici, c'est pas interdit. Voilà, tout est possible. J'ai appris que les femmes pouvaient être cardinaux récemment, mais c'est un sujet. On en reparlera. Voilà. Et parce qu'on n'est pas obligé d'être prêtre pour être cardinal. Bref. Donc, Éminence. Je peux vous appeler Éminence? Vous pouvez m'appeler Éminence, ça me fera plaisir. Non, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup d'époques, dans l'histoire de France, on puisse dire, mais c'est tragique. Enfin, je sais pas, je pense à la guerre de 100 ans, les épidémies de peste. Même après la guerre, c'était quand même pas joyeux, ce baby-boom qui s'est passé. En plus, dans un contexte économique compliqué, les jeunes allaient vivre chez leurs parents. Il y a des tas de reportages là-dessus. Ils vivaient dans un 4 pièces à 2 familles. Mais néanmoins, ce qui a permis le sursaut, c'est précisément que ces gens se sont projetés dans des enfants. Vous savez, les enfants, ils vous forcent à sortir de votre morosité. Ils vous forcent à garder un cœur d'enfant. Ils vous gardent jeunes. C'est là que les gens se trompent. D'ailleurs, ils se disent, je vous disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas d'enfant, on peut se sentir pas adulte. Mais c'est un peu paradoxal ce que je dis, parce que par ailleurs, ils vous gardent une certaine jeunesse. Moi, je n'aurais pas mes enfants, je ne saurais absolument rien de ce qui se fait dans le monde des adolescents et dans les jeunes aujourd'hui. Rappelez combien vous en avez, Gabriel? 7. Moi, j'ai 7 enfants. Et c'est vrai que vraiment, si je pouvais convaincre Roland de cette idée que avoir des enfants, c'est le bonheur, eh bien, j'aurais gagné cette émission. Je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas trop réfléchir. Parce que si on réfléchit trop, on ne se lance pas. Et vous verrez, l'avenir sera beau. Je vous entends, ça dépend des parties du monde où on se trouve. Cela dit, vous avez aujourd'hui des parties de la planète qui vivent un véritable cauchemar, où la natalité se porte bien, et on se dit d'ailleurs c'est plutôt là où il faudrait la freiner, et nous, monde développé, avoir plus d'enfants. C'est terriblement égoïste ce que je dis, parce qu'on se dit cette surpopulation est aggravée par une démographie galopante auquel on ne peut pas fournir les moyens de survie, et nous qui sommes confis dans notre aisance, du coup est-ce qu'on va s'embêter à avoir des enfants? Il y a ce côté-là qui est tout à fait paradoxal. Oui, alors c'est vrai, vous avez raison, et même si nous avons lieu de nous inquiéter, nous vivons quand même dans un confort tout à fait clair par rapport à d'autres parties du monde. Mais je crois, moi, au contraire, que même ces pays très pauvres économiquement, qui ont beaucoup d'enfants, eh bien, ce sera leur force. Parce que la démographie, c'est le destin, et ça s'est vu de tout temps. Alors, c'est compliqué de conjuguer les deux discours. Un discours intime, là, Roland, il parle de son cas personnel. Moi, évidemment, je veux forcer personne à avoir des enfants. Je suis pas là pour enrôler les gens pour avoir des enfants. Mais, et encore une fois, il y a la dimension collective. Mais collectivement, c'est une richesse extrêmement forte. Quelquefois, je vais vous dire, par exemple, je me suis beaucoup intéressée aux chrétiens d'Orient. J'ai toujours été très surpris qu'ils aient très peu d'enfants. Voilà, ils ont très peu d'enfants parce que ils considèrent que pour élever des enfants, il faut peut-être pas en avoir beaucoup. Et je me dis, mais ça signe aussi leur disparition de certains coins du monde. Nous, si nous croyons en ce que nous sommes, si nous croyons aussi, parce que là aussi, vous allez me dire, je suis un peu politique, mais c'est vrai que c'est ce que je pense. Les vecteurs de civilisation, c'est les enfants. Si vous aurez pu faire toute la cancel culture du monde, abattre les statues, brûler les bouquins, interdire aux profs de dire ceci ou cela.
ce que vous transmettez, les mœurs que vous transmettez dans l'intimité de votre cuisine à vos enfants, c'est une civilisation sur pattes. Donc moi je vois beaucoup de gens, vous savez, on va pas se mentir, la France est un peu à droite en ce moment, beaucoup de gens à droite, ils disent il faut sauver la France qu'elle était, écoutez, ayez des enfants et transmettez-leur cette France. Voilà, tout simplement. Gabriel Cluzel, quand vous avez la sensation, c'est peut-être un ressenti, comme dirait, que votre civilisation est en train de s'éteindre, que les valeurs auxquelles vous croyez, que les remparts auxquels vous êtes attachés, que la continuité qui a justifié votre vie est en train de disparaître, tout ça menuisé. Est-ce que vous avez envie de livrer à cet avenir incertain, peut-être angoissant pour certains, ce que vous avez de plus cher qui sont vos enfants? Est-ce que c'est pas un suicide civilisationnel? J'arrête là. Non, le suicide civilisationnel, oui, je pense que c'est de ne pas avoir d'enfants, parce qu'encore une fois, répondez bien à ma question. Je réponds à votre question. Je suis sûr que Roland il partage est impossible. Cet avis. On n'a pas envie de continuer dans ce monde-là. J'ai pas envie de transmettre. Moi, ça y est, c'est fait. Mais que des gens vous disent, je n'ai pas envie de livrer ma progéniture, mais la vous chair de ma chair. Il est si terrible ce monde-là. Non mais pardon, regardez, ouvrez les yeux, comparez avec d'autres moments de l'histoire de France. Ce qu'il risque de devenir. Mais vous ne savez pas. Dieu merci, rien n'est écrit, personne n'est Madame Irma. Et peut-être que le monde changera parce que celui que vous aurez mis au monde permettra qu'il change. Vous savez, c'est une désespérance que je sens au cœur de chacun. Au lieu de parier sur l'avenir, on parie sur le non-avenir. C'est absolument terrible. Je crois surtout qu'il y a un état d'esprit aujourd'hui occidental qui est, vous avez parlé de suicide, mais qui est suicidaire. Ne soyons pas collectivement prêts à nous jeter dans le ravin. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Encore une fois, il y a eu des périodes dans l'histoire de France bien plus tragiques, bien plus tragiques que celle-ci. Nous sommes quand même des enfants gâtés par rapport à d'autres coins du monde. Donc, refuser à des enfants de naître parce que nous présupposons que cet avenir pourrait ne pas être rose, je pense que c'est profondément en fait égoïste et peut-être une tentative démiurgique. Vous voyez, on se dit voilà, je vais être comme Dieu, Dieu crée, nous allons faire le contraire, nous allons déprocréer, décider que l'avenir sera sombre, donc nous ne procréerons pas. Moi, je parie sur l'inverse. Voilà. Alors, vous pariez sur l'inverse. Faut-il encore se donner les moyens d'espérer? Vous savez qu'il y a des annonces environnementales, climatiques, démographiques, qui incitent plutôt à la prudence. On sait qu'au-delà d'un certain nombre de surpopulations, il pourrait y avoir des cataclysmes, des effets sur notre planète, qui fait qu'on est prudent. On va en discuter. Je vous laisse réfléchir à cette interpellation, Gabriel Cluzel, et on se retrouve dans quelques instants. Voilà. Et puis n'oubliez pas que les fêtes de Noël approchent et qu'il y a un cadeau à gagner, surtout sur le sapin de Noël. Donc envoyez votre message. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit Gabriel Cluzel, à mes côtés Maude Coffret. Gabriel Cluzel, nous ne divergeons pas, mais nous discutons j'allais dire, à cœur ouvert sur cette problème de démographie, de natalité, de dénatalité. Est-ce qu'il faut faire des enfants? Il y en a de plus en plus qui ne veulent plus, ils veulent plus en avoir. Est-ce que le paradoxe n'est pas aussi que dans j'allais dire, les mouvements plutôt conservateurs qui nous annoncent l'apocalypse, qui nous parlent de grands remplacements, d'insécurité permanente, de violence, et puis du côté des environnementalistes, la planète va devenir un cauchemar, un enfer, au-delà de 10 milliards, ça va être absolument apocalyptique parce qu'on pourra pas habiter tous ensemble. C'est vrai qu'on a des éléments concrets pour se dire, mais moi je prends pas le risque de faire des enfants. Vous dites il faut surmonter ces craintes parce que le pire n'est pas toujours sûr. Pour autant, mettez-vous à la place aujourd'hui d'un jeune couple de 25-30 ans, précarité de l'emploi, ils sont peut-être pas propriétaires, ils savent pas dans quelle situation cette société dont on entend tous les matins en se réveillant, en écoutant les médias que tout va mal, est-ce qu'on est porté à faire des enfants dans un monde aussi violent, aussi incertain et aussi trouble? Alors, si vous voulez, on peut faire un petit peu le tour de tous les arguments, faire une typologie des arguments utilisés. Mais vous avez infiniment raison. Ça y est. Mais... Oui. Alors, si j'avais à en faire, c'est vrai, je me poserais peut-être la question. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas. Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense justement que ceux qui parlent, vous avez cité ce mot-là de grand remplacement, s'ils veulent pas être grand remplacés, il faut qu'ils restent à leur place. Soyons cohérents. L'équation est très claire. Voilà, pour être remplacé, il faut être remplaçable. Vous savez, c'est utilisable dans cette formule pour beaucoup d'adjectifs.
Alors le premier argument qu'on entend, c'est économique. Alors il faut savoir le battage médiatique qui est autour de ça. Au printemps dernier, on nous expliquait qu'un enfant jusqu'à 25 ans coûtait le prix d'un pavillon de banlieue, 250 000 €. Vous voyez, moi j'ai 7 enfants, j'ai perdu 7 maisons, c'est quand même bête, mais qu'est-ce que j'aurais fait de mes 7 maisons? Je l'aurais arpenté seule, sans mes enfants. Vous voyez, si l'humanité a fait ce calcul à chaque fois, on serait 15 sur la planète. Exactement, et encore, voilà. Donc ça, ce calcul économique est selon moi absurde, et pourtant il est récurrent. Il y a un argument physique. On dit aux femmes, vous allez détruire votre corps. Récemment, j'ai entendu un reportage surréaliste, je ne citerai pas le média, mais où des jeunes femmes disaient, depuis que j'ai un enfant, ma vie est foutue. Alors déjà, je ne sais pas où elles les ont trouvées, bon, mais passons. Et puis, ils disaient ensuite, ça va vous rendre, non mais je ne plaisante pas, vous allez perdre les cheveux. Alors c'est vrai, il y a des phénomènes transitoires qui peuvent arriver, je ne sais pas, moi, il paraît que ça peut être le cas. Poids, éventuellement. Voilà, et vous allez être incontinente. Alors, incontinente, je peux pas le prouver, mais vous remarquerez que je suis pas chauve. Bon, et vous voyez tous ces arguments absolument sots. Alors, on peut se dire tout, personne nous écoute là. Je peux être un peu provocatrice. On parle entre nous. Voilà, complètement non, entre nous. Ça. Gabriel, le thème de cette radio, c'est parlons vrai. Voilà, alors je vais parler vrai, comme je le dirais à quelqu'un à table. Prenons 2 personnages publics très connus qui ont la même nationalité. Ursula von der Leyen, 7 enfants. Angela Merkel, pas d'enfants. Est-ce que vraiment vous pensez que l'une est plus belle que l'autre parce qu'elle n'a pas eu d'enfants? Non. Vous voyez, malheureusement, c'est le vieillissement qui fait... On ne restera pas une jeune fille de 15 ans toute sa vie, il faut se le mettre dans la tête, même en ayant des enfants. Donc on voit bien que tous ces arguments sont assez absurdes. Elles ont fait du mal à l'Europe, paradoxalement, toutes les deux de la même façon. Hein, Oui, c'est pour ça que je n'ai pas de préférence particulière pour l'une ni pour l'autre, mais simplement c'était un constat qu'on m'autorisera, puisque cet argument physique est souvent utilisé. L'autre argument, donc ça c'est économique, physique, il y a intellectuel, c'est-à-dire qu'on vous dit en gros, quand vous êtes une femme, vous devez choisir entre votre cerveau et votre utérus. Ça date de Simone de Beauvoir, de Virginia Woolf. Elles ont décrété qu'une femme, si elle voulait être intelligente, avoir des activités intellectuelles, il ne fallait pas qu'elle ait d'enfants. Moi je me souviens de même Benoît de Groult, elle s'excusait, elle disait je suis désolée, j'ai des enfants, alors que je sais qu'il faut tuer la fédulogie qui en soi, c'était quand même... Il n'y avait que Marguerite Duras qui avait perdu un enfant mort-né, qui en comprenait le prix et qui disait mais ne pas avoir d'enfant... Ça veut dire, Gabriel Cluzel, que vous renvoyez le livre Le Deuxième Sexe totalement en totalité, ou vous en prenez un petit peu? Non, mais comme tous les auteurs intelligents, il y a une partie du livre qui n'est pas inintéressante. Ce que je veux dire, c'est, et comme tous les gens intelligents, Simone de Beauvoir a un peu théorisé sa vie personnelle. Vous avez remarqué ça chez les gens intelligents? Ils font d'une théorie générale leur cas personnel. C'est le principe en général. Voilà, et vous savez, il y a une jeune étudiante qui la connaissait bien, qui a écrit un livre qui s'appelle Le mémoire d'une jeune fille dérangée, et qui disait Simone de Beauvoir, j'ai relu 3 fois la phrase, avait une haine viscérale des enfants. Voilà. Bon, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais on sait dans son livre Une mort si douce qu'elle avait un problème relationnel avec sa mère. Enfin bon, c'est qu'elle méprisait. Elle aussi. Bref, voilà. Mais donc cette idée a été instillée qu'il fallait choisir entre les deux. Ce qui était quand même gonflé, parce que je vais vous citer 2 auteurs qui quand même sont restés pérennes dans la littérature française, qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui ont été auteurs, écrivains célèbres, non pas malgré leurs enfants, mais grâce à leurs enfants. C'est Madame de Sévigné, elle n'aurait pas eu de fille, elle n'aurait jamais écrit, et la comtesse de Ségur. Voilà. Donc ces deux-là, c'est des mères qui avaient un cerveau de toute évidence. Bon, il n'y a pas qu'elle évidemment, mais je cite celui-ci parce qu'en matière de littérature, et Simone de Beauvoir était écrivain aussi, c'est intéressant. Donc on leur dit intellectuellement, vous n'arriverez pas à vous épanouir si vous avez des enfants. Donc cette antinomie, alors que je crois qu'on est fausse, parce que je crois au contraire qu'on gagne en intelligence supplémentaire. Vous voyez, pour moi, la mère est une femme augmentée, une intelligence humaine, parce qu'on manie la patte humaine. Les enfants, c'est pas une science exacte, vous voyez. Et donc, ça apporte beaucoup. Et dernier point, c'est écologique, c'est-à-dire qu'on leur dit vous allez détruire la planète. Alors ça, je trouve ça très pervers, parce qu'on passe son temps à dire aux femmes ne vous laissez pas avoir par la société qui veut vous dire d'avoir des enfants pour la société, soyez un peu égoïste, pensez à vous, n'ayez pas d'enfants. Et maintenant on leur dit soyez altruiste, pensez à la planète, sacrifiez votre désir d'enfant. Et il ne faut pas croire que cette dénatalité liée à l'écologie est un délire de bobos parisiens. Moi j'ai rencontré des tas de gens à la campagne qui me disaient, qui en souffraient beaucoup d'ailleurs, qui me disaient moi ma fille ne veut pas d'enfants pour la planète. Alors, je me dis c'est quoi cette planète? Avant on appelait la Terre
l'environnement. Et c'est pas neutre, parce que l'environnement, comme c'est fait pour environner, comme le chef, c'est fait pour cheffer. Donc il y avait l'homme au centre. Maintenant, c'est Gaïa, qui est comme toutes les déesses antiques, on a besoin de lui offrir des sacrifices d'enfants. Là, on leur offre des potentialités maternelles. Et moi, ça me choque profondément. Et je vois bien que c'est tordu comme argument, parce que regardez un Yves Cochet. Vous le connaissez, Yves Cochet? Bien sûr. Voilà, un ancien ponte d'Europe Écologie Les Verts, qui a écrit beaucoup de bouquins avec Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, d'ailleurs, qui est dénataliste, croyante, mais pas pratiquante, parce qu'elle a même des enfants. Il s'est retiré en Bretagne et il vit à l'état naturel totalement. Ah, je ne savais pas, vous m'apprenez beaucoup de choses. Mais je me souviens d'une tribune, je crois, dans l'Obs, où il expliquait que les Occidentaux ne devaient pas avoir d'enfants, mais accueillir les enfants des autres, il y en avait beaucoup. Alors, je ne vois pas en quoi ils respirent autant, les enfants des autres. Pourquoi ils pollueraient moins les enfants des migrants ou je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, on voit bien que derrière, il y a cette idée que les Occidentaux ne doivent plus avoir d'enfants. Et d'ailleurs, c'est chez les Occidentaux, ça rejoint le propos de Maud Koffler, que ces thèses écologistes sévissent. Dernier point, il y a souvent des femmes politiques qui sont dénatalistes et qui expliquent elles-mêmes dans les journaux People que leurs enfants les ont beaucoup aidés, les ont sauvés. Et je me permets de le dire parce que c'est public quand c'est dit dans un journal, et c'est le cas de Sandrine Rousseau. Elle dit, moi, c'est mes enfants qui m'ont portée, qui m'ont soutenue quand j'étais dans la difficulté. Donc moi, je trouve ça parfait. J'ai trouvé ses propos très touchants. Elle expliquait ça dans un média qui s'appelle, je crois, Reporter. Mais alors, et aussi dans un autre média People, celui-ci. Mais alors, pourquoi elle prive les autres femmes de cette joie en les enjoignant à ne pas avoir d'enfants? Maud Koffler, vous êtes incitée à fonder une famille maintenant? Non, alors moi j'ai changé d'avis à peu près 15 fois depuis le début de l'émission, je pense. Donc au départ, c'est très bon signe. Mais oui, c'est bon signe. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. À l'origine, je ne veux pas d'enfant. Je grandis comme ça. Sur quel principe, Maud? Parce que la peur, je pense, de l'avenir, hein, mais qui est d'abord une peur personnelle et donc que je voudrais pas transmettre à mes enfants. Et puis la peur aussi de voir ce monde effectivement complètement bouleversé. En même temps, je suis pas environnementaliste, donc j'ai pas cette crainte de polluer la planète plus que nous, etc. J'ai plutôt une fibre assez identitaire, donc attachée à la démocratie occidentale, à la démographie occidentale française. Donc pour que cette identité perdure, ma chère Maud, ça serait bien de créer des successeurs. Merci de parler à ma place. La logique voudrait que j'ai des enfants. Donc il y a cette espèce d'ambiguïté et j'arrive pas à me positionner en fait. Donc je pense que la vérité c'est que, comme Roland tout à l'heure, en rencontrant sans doute la bonne personne, j'imagine que ça a un impact et que ça tranquillise un peu d'une certaine manière. Je vous vois grimacer. Si vous rencontrez un papa, parce que imaginez que vous rencontriez un papa formidable. Non, mais c'est ça, mais je pense que ça passe beaucoup par là. Je pense que ça passe beaucoup par là et qu'il y a une forme aussi de comment dire ça. C'est un peu égoïste aussi de ne pas en vouloir, j'imagine, des enfants. Enfin, voyez, donc je suis complètement paumée, donc je sais pas comment réfléchir à cette question. Est-ce que le cas de la patiente Koffler est un cas qui vous intéresse? Écoutez, je pense, mais ne le prenez pas mal, mais que Maud est un peu victime du bourrage de crâne, je le dis, qui est fait actuellement et qui, encore une fois, dénigre la maternité. Aujourd'hui, vous vantez les joies de la maternité, ce qui aurait été une évidence autrefois, autant dire que l'eau mouillée, hein, bon. Eh bien, aujourd'hui, est réputé crypto-pétainiste, vous voyez. Oui, donc, on n'a plus le droit de le dire. Moi, je vous le dis, il y a une immense majorité des femmes qui sont heureuses. Moi, je n'en ai pas rencontré une seule qui regrettait d'avoir un enfant. C'est une grossesse, ça peut inquiéter, ça peut angoisser, on peut se dire, tiens, ça tombe pas au bon moment. Mais j'en ai pas vu une seule, j'en ai pas rencontré une seule qui me dise 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, je regrette. Le malheur, c'est de perdre un enfant, pas d'en avoir un. Et je crois qu'il faut quand même le répéter. Je vais vous citer un exemple qui m'a aussi beaucoup frappé. C'est que j'ai rencontré, je le raconte dans mon livre parce que je crois que c'est un des exemples qui m'a le plus touché et du reste des femmes m'ont écrit depuis. C'est que je faisais un reportage sur, c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais sur les familles dans l'armée qui n'étaient pas prévenues avant que l'armée réforme ça, et qui étaient prévenues par les réseaux sociaux que leur enfant était mort. Vous vous souvenez, les soldats? Bien sûr. Voilà, depuis, il y a une bulle de silence. Enfin, ils ont compris que arrivé avec le colonel avec ses gants blancs et beurre frais. Et avant, les parents avaient déjà été prévenus par les réseaux sociaux, ce qui était tragique. Donc, j'allais interroger une dame très modeste dans un logement social et qui avait perdu son enfant et qui l'avait su par les réseaux sociaux. Et puis, je voyais, il y avait les photos, vous savez, des photos de classe avec l'enfant bien peigné, vous voyez, sur fond bleu là. Tout à fait. Et il avait les mêmes beaux yeux magnifiques que sa mère. Et je me suis dit, mais mon Dieu, cette idée m'a traversé l'esprit. Je me dis, elle doit tellement souffrir, c'est son seul enfant, elle est seule. Est-ce qu'il aurait mieux pas valu qu'elle en ait pas pour souffrir autant avec un enfant de 20 ans? Eh ben, je sais pas s'il y a eu une télépathie. Elle m'a répondu sans que je lui pose la question. Elle m'a dit, je suis quand même heureuse de ces 20 ans passés avec lui. Je vais vous dire, elle voulait absolument me donner une photo. Je voulais une photo, mais moi je croyais qu'elle allait me l'envoyer par mail. Elle m'a donné une grande photo. C'est toujours dans un placard. Quand j'ouvre le placard, je le vois. Témoignage très, très intéressant. Et il y a d'autres femmes qui m'ont écrit pour me dire ça. On continue cette conversation juste après.
après. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit Gabriel Cluzel et nous parlons natalité, la bonne raison de faire des enfants en France. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas sur Sud Radio qui reçoit Gabriel Cluzel. On a un débat assez conciliant, mais quand même avec des inquiétudes et des interrogations sur le fait qu'il faille avoir des enfants. Vous disiez à l'instant, Gabriel Cluzel, vous témoignez cette maman qui était hésitante. Finalement, elle est convaincue qu'il faut avoir des enfants. Elle en a et elle vous dit, c'est un instant formidable de ma vie. Oui, alors là en l'occurrence c'est après la perte d'un enfant, donc elle pourrait se dire tiens si je l'avais pas eu, je n'aurais pas souffert, parce que je crois que dans la peur d'avoir des enfants, il y a la peur de se créer un talon d'Achille. Vous savez, nous sommes un monde qui veut tout maîtriser, et c'est vrai qu'une fois que vous avez un enfant, vous avez peur pour lui, mais c'est terrible, vous avez plus peur pour lui que pour vous. C'est-à-dire moi quand j'entends une ambulance dans la rue, je me dis mais c'est forcément mon enfant à vélo qui a été renversé. Vous créez une inquiétude, et je pense jusqu'à la fin de vos jours. Donc c'est vrai qu'il faut accepter ce risque. On parlait de détestation, c'est aussi la détestation du risque. Mais vous voyez, c'est Dostoïevski, je crois, qui disait souffrir, c'est toujours vivre. Bah oui, c'est vivre des émotions intenses. Non, mais c'est fou de refuser de vivre par peur de potentiellement souffrir. Avoir des enfants, c'est vivre intensément. Et encore une fois, je le dis à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, c'est une expérience que ne connaîtront pas les hommes. On a beau parler d'hommes enceints, c'est qu'on ne raconte pas des blagues. Vous parlez de la gestation, bien sûr. Ah oui, mais c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Enfin, c'est aussi une source d'inquiétude, c'est aussi une source de fatigue, mais c'est une expérience absolument formidable. Les femmes peuvent aller sur le terrain des hommes pour tout. Je pense à Caroline Aigle, vous voyez, qui a été pilote de chasse, qui était pressentie pour aller dans la Lune, enfin polytechnicienne. Elle fait tous les terrains de combat qui sont habituellement ou traditionnellement plutôt pour les hommes. Mais elle a vécu deux grossesses avant de mourir. Et ben je me dis, ce terrain-là, il y a quel seul qui l'a occupé. Voilà, quel seul. Alors cette spécificité, on est en train finalement de l'arracher aux femmes. On a commencé par leur dire que c'était sans intérêt, et d'ailleurs maintenant on commence à parler d'hommes enceints, mais c'est terrible de leur enlever cette prérogative. Et par ailleurs, je voulais parler de ce livre, parce qu'il faut quand même que j'explique pourquoi ce livre s'appelle Yes Kids. C'est une réponse au livre No Kids. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça que vous n'avez pas un titre anglais, c'est pas que vous êtes d'ailleurs le livre, le contenu n'est pas en anglais, j'aurais été incapable de l'écrire en anglais, je rassure les auditeurs. Mais le livre No Kids est un tissu de fake news, notamment parce qu'il vous fait croire que votre enfant va rester à 2 ans toute sa vie. Mais heureusement, ou pas d'ailleurs, c'est triste, parce que parfois, quand ils sont des grands dadais, on regrette les enfants de 2 ans, mais c'est vrai que c'est très prenant, un enfant de 2 ans. Et elle vous explique notamment, je cite souvent cet exemple parce qu'il me paraît frappant, elle vous dit, c'est dans un chapitre qui s'appelle le dîner de con, c'est le dîner de con permanent. C'est-à-dire qu'elle vous dit, c'est sûr, vous dînez avec un enfant de 2 ans, vous parlez pas d'Aristote et Platon, c'est tenté que vous parliez d'Aristote et Platon quand vous dînez avec des adultes, mais vous êtes entre le petit Suisse et la banane écrasée. Mais quand l'enfant grandit, quand il devient adolescent, et vous qui avez 4 enfants, vous le savez, c'est-à-dire que, c'est quoi l'éducation ? Au début, il est comme une éponge, il prend tout, puis après il commence à déconstruire pour se le réapproprier. Donc il passe tout au filtre de son intelligence et de sa cohérence. Vous remarquerez, Gabriel Cluzel, que ces gens qui vous disent No Kids sont souvent ceux qui, dans une culture pédagogique scolaire, disent c'est à l'adulte à apprendre de l'enfant, c'est l'enfant qui est roi, c'est extraordinaire. Donc ils vous disent c'est un crétin avec lequel on s'ennuie profondément. Par contre, au niveau scolaire, il faut évidemment que l'enfant soit roi. C'est quand même assez contradictoire. Oui, vous avez raison, c'est marrant. Alors, très juste, j'y avais pas pensé, je la ressortirai celle-là. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. C'est drôle. Et donc si vous voulez, quand il grandit, c'est plus le dîner de con, ou le con c'est vous, parce qu'il passe son temps à vous dire mais tu t'as dit ça, mais tu fais ça, il vous comment dire, plonge dans vos incohérences. Donc ils le font très bien, hein. Je peux vous faire des témoignages là-dessus, surtout de ma fille qui fait ma rééducation, et heureusement sans ça je serais totalement perdu. Oui, mais ça vous permet d'aiguiser votre argumentaire. On peut vivre ça comme ça. C'est pas idiot ce qu'elle dit. Ça remet en cause. Ah bah oui, c'est un procureur, un petit bouton sur le front et appareil dentaire, et ils sont très forts. Vous connaissez Aldo Naouri, bien sûr. C'est pas forcément votre référence, Aldo Naouri. Qui donc ? Oui, mais il y a des. C'est très intéressant. Et une maman qui disait, elle s'inquiétait de l'influence du père qui aurait été dominant à celui de la mère. Et il disait avec sa voix, vous inquiétez pas, la mère est là pour tout rattraper. Autrement dit, cette hérédité maternelle est quand même dominante chez un être humain, plus que la paternelle. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Romain Gary, que vous connaissez sans doute. Il y a 2 phrases que j'aime sur la mère, si vous me permettez de les... C'est Romain Gary qui dit la vie vous fait une promesse à l'aube par votre mère qu'elle ne tiendra jamais. Et c'est vrai que c'est beau. Et cet amour inconditionnel de la mère, c'est vrai, c'est une promesse que personne
personne d'autre ne peut tenir. Et puis, je crois que c'est Freud, pourtant ça fait 2 fois que je parle de Freud, pourtant c'est pas tout forcément ma tasse de thé, mais voilà, mais qui dit... Il a un rôle à jouer quand même dans cette, cette scolastique, justement. Exactement, dans cette scolastique, comme c'est joliment dit. Et il a dit, les fils qui sont aimés par leur mère seront des conquistadors. Vous voyez, le rôle de la mère, le poids de la mère. Là, c'est Noël. Le grand prêtre de Noël, c'est la mère, je tiens à le dire. Oui, on s'en serait passé quelquefois dans l'histoire, soit les fils des aimés qui sont devenus des dictateurs épouvantables, soit trop aimés. Ils sont devenus égocentriques, c'est vrai aussi. Et mégalomanes. Vous pensez pas qu'au départ, pour remettre un petit peu la charrue après les bœufs, la notion de famille est également très importante. Là, vous parlez de la femme, la créatrice de vie et transmetteuse de cette énergie de la civilisation. Dévaloriser la famille peut aussi participer à, une démotivation de procréation. Mais là aussi, le mot famille est complètement démonétisé. C'est un marqueur réactionnaire terrible. Évidemment, Vichy l'avait mis dans travail, famille, patrie. Donc le travail, c'est dégueulasse. Vichy, la famille et la patrie. On n'a pas arrêté de travailler parce qu'il y avait travail dans travail, famille, patrie. Vous voyez, bon. Et c'est vrai que François Hollande avait créé un ministère des familles. Mais en fait, c'est un ministère des familles privatif. Parce que la famille a été largement détricotée. Il est le premier à s'y être attaqué, François Hollande. Exactement. Fiscalement, c'est lui qui a porté le premier préjudice. Exactement. Et alors, il essaie de trouver des parades aujourd'hui, mais les courbes parlent contre lui, je devrais plutôt. C'est que cette modulation des allocations familiales, on trouve toujours un joli mot, en fait, c'est ce conditionnement aux ressources des allocations familiales a entamé la courbe décroissante de la natalité, même si, encore une fois, l'argument économique ne fait pas tout, parce que je crois que quand on a un fort désir d'enfant, il est là. Alors, vous avez raison de parler de la famille. Et puis, c'est vrai que dans ce monde où tout bouge, tout fluctue, vous vivez avec quelqu'un, vous n'avez pas d'enfant, vous vous séparez, il n'y a plus rien. Quand vous avez un enfant, c'est quand même la statue du commandeur de témoin de vos amours passés. Vous voyez, il est gravé dans le marbre. Oui. Donc c'est vrai que à partir du moment où les familles sont fragilisées, voire n'existent plus, l'enfant, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond. Vous avez des enfants terribles qui pourrissent la vie des parents, mais c'est la loi du genre. Et vous avez des parents épouvantables qui auront martyrisé. Bien sûr, ça n'est pas un argument suffisant pour renoncer. Et on approche de Noël, on a envie de dire aux familles, il manque quelqu'un dans la crèche, dans votre crèche de votre vie. Ça. Alors l'âne et le bœuf, on en parle beaucoup en ce moment, surtout le bœuf qui est un des problèmes, l'âne aussi. L'âne, on a les écologistes, voilà, mais ce symbole de la crèche merveilleux qui est un symbole de fête. Alors, donc est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut avoir espoir de faire le Messie? Est-ce que si on dit est-ce qu'il y en avait un Messie qui venait nous sauver, il faut faire des enfants pour qu'il y ait un Messie. Chaque enfant est un petit Messie. J'ai envie de dire. Et puis, encore une fois, c'est ce que je vous disais, peut-être que ça boucle avec le début de l'émission, c'est-à-dire que plus c'est statistique, plus on multiplie les enfants, plus la chance d'avoir un Beethoven, vous connaissez l'histoire, il avait il aurait eu 1000 raisons de... Attention, bien ils ont eu des mamans les deux. Mais vous voyez bien quelle puissance de l'intelligence. Moi, je crois que on a eu un camp progressiste, pour parler vite fait, qui était contre Dieu, mais profondément, ou en tout cas qui se disait profondément humaniste. Je crois qu'il ne croit plus en l'homme. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire en cette veille de Noël, c'est que avoir des enfants à Noël, mais c'est une bénédiction. Justement, vous gardez votre cœur d'enfant. Je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est pour ça que mon sujet est toujours un peu délicat, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants et qui ne l'ont pas souhaité. C'est les aléas de la vie. C'est la vie qui est ainsi, donc je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais un Noël avec des enfants, c'est un petit Jésus en culotte de velours. Gabrielle Cluzel, merci pour ce message qui va, j'allais dire, fleurir la nativité, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Exactement. La naissance des enfants, c'est toujours quelque chose de sublime. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent et qui avaient décidé de ne pas avoir d'enfants pourront peut-être autour de ces fêtes, de ces fêtes de fin d'année, on a besoin d'amour. Exactement. On a besoin de convivialité, de partage, de fraternité. Il n'y a pas d'amour et de partage sans fraternité, sans autrui. Et plus nous serons nombreux sur cette planète à nous aimer, mieux nous nous porterons. Donc que votre message soit reçu. On ne condamne pas ceux qui sont résignés à ne pas en avoir, mais en tout cas que ceux qui veulent faire des enfants, n'hésite pas. N'hésite pas. Ça fera du bien à eux, à la famille, à la patrie, à la terre. Vive les enfants, vive la vie, vive la famille. Merci Gabrielle Cluzel. Merci.